Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ces rendez-vous désormais du mardi proposés par le Studio Théâtre de la Louvière. Et donc, c'est le quatrième rendez-vous qu'on vous propose. Ce rendez-vous, il est un peu la conséquence finalement de notre report de la création de l'année 2020. Et donc, je ne vais pas dire qu'on profite parce que ce ne serait pas le mot adéquat, ce ne serait pas le vocable choisi idéal. C'est plutôt qu'on utilise ce moment, en tout cas, pour questionner les besoins d'un secteur, mais aussi le désarroi de nombreux artistes et du secteur culturel dans sa globalité. Alors, ça questionne aussi aujourd'hui l'artiste, les créateurs, les écrivains, ils ont besoin d'inspiration et je pense que le momentum actuel nous en donne. Et nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir deux belles plumes, Malika Madi et Vincent Engel, que je vais présenter dans un instant, où on va vraiment aller sur l'évocation de ce qui fait la dynamique symbolique et ontologique aujourd'hui de l'inspiration du moment, de la création, mais aussi écrire, c'est un peu crier dans le silence. Alors, quelle est cette signification du silence aujourd'hui? Il est chargé de symboles, mais aussi chargé d'émotions, de torpeur et beaucoup de difficultés de façon plutôt intersectorielle et dans le monde actuel. Donc, on va essayer pendant 40-45 minutes d'aborder pas mal de questions avec nos deux invités de jour, que je remercie déjà d'avance de leur participation. Et donc, Vincent, tu es professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain et professeur d'histoire des idées et de formes littéraires à l'UX. Tu as écrit… Pardon? Ça, c'est fini. L'IEX, c'est fini. Voilà. Bon. La direction a décidé de mettre un terme à une 20 années d'un cours qui était, je pense, assez apprécié par les étudiants. Enfin, voilà, c'est comme ça. Voilà. Tu nous informes de la chose et donc, en tout cas, tu as écrit de nombreux essais, romans, des nouvelles et des pièces de théâtre, évidemment. Tu es aussi critique littéraire et chroniqueur, mais tu nous parleras évidemment tout à l'heure dans l'échange de ton actualité du moment. Malika, que je connais aussi depuis pas mal d'années, étant donné qu'on est originaires tous les deux de la même région, écrivaine et dramaturge, tu diriges également des ateliers d'écriture et de théâtre et tu donnes également des conférences dans les bibliothèques de la communauté française. Tu rencontres aussi des élèves dans le cadre de l'opération Écrivain en classe, organisée par le service de promotion des lettres. Et de plus, tu portes actuellement un projet, enfin, sans doute peut-être est-il en attente, en latence, un projet en IPPJ, Lire pour s'en sortir. Tu auras aussi l'occasion tout à l'heure de nous en faire part. Alors, peut-être commencer cet échange avec effectivement le fait que depuis des semaines, le secteur culturel est un peu aux abois. Il appelle à l'aide. D'ailleurs, Vincent, tu as co-écrit avec d'autres une carte blanche récemment pour justement appeler à un rebond du monde politique pour vraiment prendre en considération les appels d'un secteur qui est en plein désarroi, qui se pose beaucoup de questions sur ses pratiques, sur ses moyens d'action. Et on sait pourtant que la culture, c'est essentiel dans la question de l'imaginaire, de se réapproprier le réel, de se questionner sur nos rapports sociaux et nos rapports environnementaux fondamentaux. Et donc, face à finalement cette espèce de condescendance, voire ce mépris du monde politique et des décideurs à l'égard d'un secteur complet qui engage et qui permet le travail de nombreuses personnes, quel est votre premier sentiment par rapport à ce contexte et qu'est-ce que cela évoque chez vous par rapport au momentum que nous vivons? Malika? D'accord, je commence alors. Bonjour, merci pour ton invitation. Alors moi, je pense qu'en fait, on hérite de tout un historique aussi de la manière dont on traite la culture depuis des années, des décennies même peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu dans une situation très complexe parce qu'on a mis la culture et les artistes dans des situations très complexes depuis des décennies. On sait que, par exemple, le statut d'artiste est extrêmement difficile à avoir. On demande des choses très compliquées aux artistes pour avoir ce statut. Donc, je pense qu'il y a à un moment donné, il faut revoir la manière dont on les traite. Alors, tu sais, il y a aussi probablement, quand on observe ce qui se passe à l'étranger, aux États-Unis ou même en Suisse ou dans les pays scandinaves, les artistes sont beaucoup plus considérés. L'art est déjà dans le système scolaire, primaire et secondaire très valorisé.
Et donc, tout petit, déjà, les enfants savent que l'art fait partie de la vie et qu'on doit évidemment s'en nourrir et grandir avec des apprentissages, que ce soit des apprentissages musicaux ou des apprentissages liés à la littérature ou même à l'art pictural. Donc, je pense que c'est tout un héritage qui est typiquement, je pense, français ou peut-être moins français, mais certainement belge, de considérer les artistes comme des gens qui peuvent se contenter de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et donc, on hérite un peu aujourd'hui de cette manière de voir les choses. Vincent? Oui, ouais, je rejoins en gros ce que dit Malika, mais je pense que je ferai d'abord plusieurs distinctions. Ce qu'on appelle le statut d'artiste, en fait, est déjà quelque chose d'assez nébuleux dans la réalité, parce qu'il existe un statut d'artiste aujourd'hui, mais qui ne concerne qu'une petite partie de ces artistes, qui sont essentiellement le monde du théâtre. Je pense qu'il y a une incompréhension de ce qu'est le monde de la culture. Alors, moi, je pense qu'il faudrait distinguer ce monde de la culture en il y a trois grandes catégories d'acteurs, et je prends ici acteurs non pas au sens théâtral, mais il y a les créateurs, ceux qui écrivent ou qui peignent ou qui sculptent ou donc qui créent des œuvres culturelles. Il y a leurs interprètes, et les interprètes, ce sont les musiciens, ce sont le monde du théâtre, les traducteurs aussi pour les livres, et puis il y a les diffuseurs. Ce sont les gestionnaires de salles, toutes les équipes techniques et tout ce qui touche à la diffusion, les libraires, les éditeurs. Donc c'est quelque chose de très complexe. On sait que ça représente 5% du PIB, donc ce n'est pas insignifiant. C'est aussi que tout euro investi par les gouvernements dans la culture rapporte plus qu'un euro en termes économiques et en répercussions économiques. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'important. La déconsidération de la culture en Belgique, je ne suis pas certain que ce soit une spécificité belge, même si on raconte toujours l'anecdote qui est assez amusante que le premier auteur qui a été reconnu et honoré par le gouvernement, c'est Émile Verhaeren à la fin du 19e siècle, et le ministre en charge de la culture à l'époque, c'était le ministre de l'Agriculture. Mais en fait, c'est pas... D'abord, étymologiquement, c'est juste. La culture et l'agriculture appartiennent, enfin, l'agriculture appartient au monde de la culture aussi. Mais je pense que c'est surtout, on a un problème d'échelle. On est un tout petit pays, on est une toute petite économie, la culture a été régionalisée, donc c'est encore plus petit. Et il n'y a pas photo. C'est difficile de développer des moyens importants quand on n'a pas les moyens généraux. On sait que la Fédération Wallonie-Bruxelles est dans un état de finances assez catastrophique et ça va faire que s'aggraver. Je prends l'exemple parce qu'évidemment, on est à côté du grand voisin qu'est la France. On parle souvent du théâtre français. Le théâtre français est effectivement beaucoup plus foisonnant. Mais aujourd'hui, créer une pièce à Paris, c'est une galère épouvantable, que vous soyez dans le public ou dans le privé particulièrement, parce que ça ne marche pas. Donc c'est très très difficile aussi. Donc il faut pas croire que... Alors c'est vrai qu'au niveau politique en France, il y a un investissement dans la culture parce que la France, ex-grand empire, n'a plus que grosso modo ça pour essayer de se faire briller à l'étranger, et qu'ils ont effectivement une histoire et un patrimoine qui est considérable et que ce patrimoine n'a jamais été investi de la même manière chez nous, en tout cas en littérature. Ce n'est pas vrai dans tous les secteurs. La peinture, par exemple, s'en sort un peu mieux. Et donc, oui, effectivement, je pense qu'il est très important qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'est la culture et surtout, je pense que la prise de conscience, elle est là, mais ce n'est pas dans la culture de nos responsables politiques que de s'intéresser à la culture, sauf quand elle leur permet de se faire valoir dans leur petit coin. On sait combien Di Rupo a investi dans la culture dans le Hainaut, parce que c'était grosso modo le dernier domaine qu'il pouvait prendre. Les autres avaient pris tous les autres sujets, donc il a investi celui-là et il a fait pas mal. Et puis, malheureusement, ça n'a pas spécialement continuer. C'est pas vraiment ce qui est arrivé à Mons, n'est pas spécialement une réussite de ce point de vue-là. Donc, ils ne voient pas comment, ils n'ont pas l'imagination nécessaire, ce qui est toujours dommage quand on s'occupe de culture, pour trouver le moyen de valoriser une culture qui a, alors on va parler exclusivement pour l'instant de la culture de langue française chez nous,
chacun ses problèmes. Notre problème, c'est qu'on est dans le monde de la francophonie, dans un espace qui est vaste, mais qui n'a qu'un seul lieu de légitimation. Et ce lieu de légitimation, c'est Paris. Donc, c'est juste à côté de chez nous, en plus. Et donc, faire valoir notre littérature, nos arts, notre théâtre est extrêmement compliqué à cause de cette domination de la France, domination culturelle, mais domination économique aussi. Puisque que ce soit pour la plupart des domaines culturels, les entreprises françaises dominent, et que ce soit pour la fabrication, la diffusion, la distribution. Alors, de surcroît, nous sommes extrêmement serviles vis-à-vis de la France. Il suffit de voir, vous prenez que ce soit la RTBF ou RTL, le nombre d'artistes français qui sont invités sur nos antennes, c'est un pourcentage extrêmement important qui est disproportionné. Du côté français, la part des artistes belges invités est extrêmement réduite. Et les auteurs français, quand ils viennent ici, c'est un tapis rouge. Je parle toujours d'auteurs parce que c'est mon domaine. Enfin, bon. Malika, tu confirmeras, tous nos collègues écrivaines français, quand ils viennent dire « Oh, c'est extraordinaire la Belgique, vous êtes tellement gentils, en plus les journalistes ont lu les livres, ça c'est vraiment incroyable. » Bon, alors autre petit pays francophone qui a pris une option tout à fait différente, c'est le Québec, qui lui s'est vraiment focalisé sur la défense de sa culture, avec une obligation, par exemple, pour les bibliothèques d'acheter tous les livres québécois qui sont publiés. Ça aide évidemment les éditeurs. À l'opposé, ça crée une espèce de repli identitaire qui fait que la littérature québécoise ne sort quasiment pas de ses frontières. Sauf les quelques auteurs québécois qui se sont francisés ou parisianisés et qui sont publiés à Paris. Donc, c'est un autre problème. Il y a d'autres pistes que nos gouvernants n'ont jamais véritablement explorées pour parler de la littérature encore. Ce serait une subsidiation volontariste des traductions, comme l'ont fait des pays comme le Danemark ou la Suède. Alors, on a des aides pour la traduction, mais qui ne sont pas coordonnées et ce n'est pas la même chose de se faire traduire en serbe ou de se faire traduire en allemand ou en italien ou en espagnol. Donc, parfois, les sommes sont à peu près identiques, quelle que soit la langue finale, mais les résultats sont évidemment très, très, très différents. Dernière chose, et puis je me tairai, je pense que surtout avec la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est sûr que la culture souffre terriblement, mais je pense que de manière générale, les artisans souffrent terriblement. Et je range à ce moment, dans cette perspective-là, les artistes dans cette catégorie des artisans qui englobe les petits entrepreneurs, les petites entreprises, l'ORECA, qui sont vraiment tous et toutes en train d'en baver et qui vont avoir beaucoup de difficultés à survivre à cette crise et à redémarrer. Donc, de ce point de vue-là, ne perdons pas de vue aussi que, malgré tout, on est, par rapport à d'autres professions de cette catégorie-là, plus privilégiés. En tout cas, certains, les théâtres en Belgique sont quasiment tous subventionnés. Donc, je pense qu'il faudrait... Ce qui serait nécessaire, c'est qu'il y ait une vraie prise en considération de ce secteur-là, de ces secteurs-là de l'économie, qui reposent sur des individus qui sont engagés dans une passion, dans un art qui peut être aussi très concret, hein, et qui prennent des risques et qui portent une part essentielle. Alors là, on est largement au-delà des 5% du PIB de notre économie. Et dernier point, parce que si on appelle à la solidarité envers la culture, je pense aussi que, et c'est sans doute ce qui distingue la culture des autres secteurs, c'est qu'il manque une solidarité entre nous. Dans le monde culturel, malheureusement, on est dans une logique de compétition équivalente à celle qui existe dans le monde de l'entreprise, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et les univers sont très cloisonnés, les gens s'aident fort peu,
voire communiquent fort peu entre eux. Malika, je pense que tu seras d'accord de dire que c'est entre écrivains. Exactement, oui. Et tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je voulais rebondir là-dessus. En effet, je trouve que moi, ça fait des années que j'en parle. J'ai toujours beaucoup aimé, par exemple, les ouvrages collectifs parce que je trouve qu'un ouvrage collectif, c'est plusieurs voix. C'est aussi une vitrine pour le public en disant, voilà, on peut être plusieurs auteurs et porter une voix, défendre une cause. Mais tu as tout à fait raison. Moi, je crois que malheureusement, on est dans une société où il faut en effet avoir un pouvoir de, comment dire, enfin, je vais employer le mot lobby, mais les lobbies fonctionnent, les lobbies ont une voix. Aujourd'hui, par exemple, le lobby gay, on sait qu'ils ont un pouvoir énorme à travers le monde, mais le lobby gay date de 30 ou 40 ans, ça ne date pas d'il y a 100 ans. Le lobby des femmes aujourd'hui, hein, avec le mouvement MeToo, Balance ton porc, voilà, une femme aujourd'hui qui a envie de casser un mec peut porter plainte en lui disant, voilà, il m'a coincé dans l'ascenseur il y a 2 ans, voilà, il a mis la main là, il fallait pas, le mec, sa carrière est foutue, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, alors parfois il y a des excès hein, aussi, hein, mais je pense qu'en effet, il faut trouver une façon de se réunir et de créer une sorte de contre-pouvoir, mais c'est évident, Vincent a tout à fait raison, moi je l'ai observé aussi parmi les auteurs sont, sauf Vincent et moi, sont très narcissiques, généralement. Hein, et donc, voilà, non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Je veux dire, moi, je l'ai vu dans les salons, il est arrivé de rencontrer des écrivains, bon, beaucoup moins ces dernières années, mais quand j'ai l'occasion de les rencontrer, oui, ils ont l'impression que le monde s'arrête là autour d'eux et qu'on prend leur place ou qu'on essaie voilà, de leur faire de l'ombre. Et c'est dommage parce que du coup, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais tu as raison, Vincent, ça veut dire qu'il faut aussi élargir les écrivains, mais aussi les artistes, les comédiens, les metteurs en scène, tout ça. Nous formons tous finalement une même famille et notre objectif à chaque fois, c'est de toucher le public avec l'art qui est le nôtre. Et donc, en effet, on a besoin de ça. Et si on ne le fait pas, à chaque crise, on va se retrouver isolé et devoir pleurer sur notre sort comme on le fait aujourd'hui. Alors, c'est peut-être ce que vous évoquez, les avatars finalement d'une certaine forme de corporatisme, conjugué à ça avec peut-être des égos un peu forts chez certains artistes, mais intrinsèquement, de façon plus globale, ça donne quand même l'envie de comprendre ce qui se passe autrement, d'une manière symbolique. C'est questionner le réel avec d'autres formes de représentation. Et ce réel, il nous apparaît, mais pas uniquement dans le cadre du Covid, hein, il nous apparaît depuis des années, voire des décennies, un peu violent. Et donc, les images qu'on a eues ici récemment, dans les dernières semaines, ce sont des images qui ont mis en opposition, par exemple, à la volonté d'un déconfinement très rapide de la part, tu parlais des lobbies, mais des lobbies économiques, hein, comme EOS, la FEB, ont poussé vraiment pour que la consommation et l'économique repartent à la hausse, pendant qu'on voyait la détresse du monde hospitalier et de toutes les personnes qui étaient en première ligne dans des difficultés quelquefois avec très peu de moyens. Et donc ces images-là un peu contrastées entre des gens qui se battent quelquefois avec des moyens de protection, des moyens humains très, très délicats, très difficiles, face à évidemment une volonté de l'économie de reprendre, ou d'autres images aussi où on l'a vu notamment la solitude de ces personnes âgées qui n'avaient pas de visite. Et finalement, face à ça, peut-être aussi quelquefois des discours qui frôlaient l'eugénisme, ça pouvait nous paraître choquant, comme d'ailleurs les sempiternels appellent à la statistique sur les plateaux télé d'RTL ou d'RTBF, où finalement les épidémiologistes venaient nous dire tout va bien, il y a de moins en moins de morts, tout est sécure. Et donc, ces images-là, elles sont violentes, mais elles nourrissent évidemment une volonté de dire et de créer et de se réinventer par rapport à ce momentum. Si vous devriez retenir une première image de ce moment particulier, quelle serait-elle et pourquoi justement cette image et qu'est-ce qu'elle va peut-être annoncer comme futur au niveau de notre devenir collectif et cette réappropriation par rapport à la situation actuelle. Vincent.
J'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Je pense, par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est d'ailleurs le fondement même de l'art, c'est de nous rappeler que le réel est violent. Le réel, c'est le chaos. Je pense que si les enfants pleurent en naissant, c'est parce qu'ils sont projetés dans ce réel qui est terrifiant, qui semble infini, qui est bordélique. Et tout l'effort de l'éducation et de la culture, c'est justement de donner un semblant d'ordre dans ce réel et de le rendre apaisant. C'est ça qu'on raconte aux enfants des histoires de loups, des histoires de monstres qui se cachent sous le lit. C'est pour petit à petit leur apprivoiser le réel. Mais le réel reste un monstre effrayant. Et des crises comme les nôtres nous le rappellent. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression de vivre, nous, en Europe, dans le monde occidental, dans un monde extrêmement violent. Or, le monde dans lequel nous vivons n'a sans doute jamais été aussi peu violent. Je parle de nous privilégiés vivant la situation qui est la nôtre. Et donc, cette crise nous rappelle que le monde est violent, que le réel est violent et que toutes ces certitudes que la société autour de nous, avec notre complicité, voire notre collaboration, a construite pour nous rassurer, peuvent s'envoler en éclats d'un jour à l'autre. Malika parlait des droits des femmes, etc. Toutes ces avancées-là, ça, c'était déjà aussi la culture, évidemment. Et tout est d'une extrême fragilité. Rien n'est jamais acquis, comme disait Aragon, et tous ces droits, toutes ces avancées peuvent demain être balayées, par exemple, par une situation sanitaire qui s'aggraverait à l'arrivée d'un nouveau virus. Imaginez ce que ça aurait été si, à la place du Covid-19, on avait eu Ebola, qui se transmettait de manière aussi rapide, avec un taux de mortalité de 50%. Là, ça aurait été franchement le chaos. Et rien ne nous dit que ça va pas arriver. Je ne veux pas jouer au catastrophisme ni à l'apocalypse, mais en tout cas, potentiellement, on pourrait croire, puisque c'était la deuxième partie de ta question, que ça y est, enfin, il va y avoir un sursaut, que les gens ont compris, qu'ils vont ouvrir les yeux, que des comportements vont changer, que tout le monde va se mettre à rouler en vélo, qu'on va consommer local, qu'on va consommer moins. Malheureusement, je ne crois pas. Je pense que, et on le voit déjà, les habitudes reviennent au grand galop. J'habite à Bruxelles maintenant, je me suis mis au vélo. Au début, c'était très, très gai. Au début du confinement, on avait la route pour nous tout seul. Aujourd'hui, ça redevient aussi dangereux que ça l'a toujours été. Et je ne pense pas que ça va véritablement changer. Vous savez, il y a eu des épidémies dont on parle peu en 1956 et en 1968 de grippe, la grippe de Hong Kong et puis une autre grippe qui ont fait beaucoup plus de morts. On était chaque fois au-dessus du million de morts au niveau de la planète, dont on n'a plus aucune trace. Personne ne s'en souvient. Il a fallu attendre plusieurs semaines de confinement pour que des journalistes aillent rechercher ce genre d'infos et les ressortent. Donc, alors ici, quand même, parce que tu disais tout à l'heure que l'économique pèse très lourd, qu'on demande la relance, je pense qu'il faut quand même souligner que même avec des gouvernements de droite, libéraux, voire ultra-libéraux, l'arrêt de l'économie et le fait que la santé a été privilégiée est assez surprenant et contraste avec une critique que l'on pourrait faire de manière un peu caricaturale de l'ultralibéralisme. C'est presque paradoxal, en fait. Et pour toi, Malika? Oui, c'est ça. En fait, je suis je suis toujours d'accord avec Vincent, mais là, c'est vrai que je rejoins aussi. C'est-à-dire qu'on a mesuré le caractère fragile de notre existence, de notre société. J'avoue que moi, les premiers jours du confinement, je ne me suis pas du tout sentie mal. Je me dis, c'est bien de me retrouver seule. J'avais ma fille, donc on était à deux, c'était agréable, on pouvait se retrouver. J'ai retrouvé vraiment une relation vraiment privilégiée avec ma fille, parce que mes fils ne vivent plus avec moi maintenant. Mais c'est vrai qu'on mesure aussi notre caractère très fragile finalement, et que les gens ont pris ça comme
En tout cas, ce moment. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'on écrit? Quand on écrit, évidemment, on est aussi très souvent seul avec soi-même. Et que donc, pour un auteur, par exemple, ça ne change pas grand-chose, sauf que ça la durée dans le temps. Mais c'est vrai que j'ai vu autour de moi des gens qui étaient en panique. Alors, en panique de quoi? En panique de ne pas pouvoir aller faire leurs courses comme ils le faisaient auparavant. Moi, j'ai reçu via WhatsApp une vidéo de lendemain de l'ouverture de l'IKEA. Je ne sais pas si vous avez vu ces images des gens faire la file devant l'IKEA, mais en disant mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont besoin de meubles entre-temps, ou alors ils se sont disputés, ils ont tout cassé, il fallait qu'ils remeublent leur maison. Donc à un moment donné, on se dit oui, les gens ont besoin de cette sécurité matérielle, même s'ils n'ont pas l'argent finalement. Parce qu'on sait que moi, mes animations sont annulées, les conférences que je donnais sont annulées, donc voilà, je dois revoir mon fonctionnement. Mais c'est pas grave, je veux dire, si je consomme moins ou si je fais moins les courses, moins le shopping, c'est pas très grave finalement. Mais les gens se sentent pas bien, ils se sentent en insécurité parce qu'ils n'ont plus leurs habitudes d'avant. Alors, moi aussi, j'ai pensé au fait qu'on vit cette période de pandémie. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas une autre qui va arriver. Ce qui m'a frappé, et je pense que c'est tout à fait normal, c'est que nos dirigeants se sont retrouvés complètement désemparés sans savoir réellement comment, enfin, pas que les nôtres, je crois que dans le monde entier c'était la même chose, c'est que les hommes et les femmes politiques se sont retrouvés face à une situation totalement nouvelle et donc ils n'ont pas su non plus comment nous rassurer. En sachant quand même qu'un homme ou une femme politique, c'est quelqu'un derrière lequel on a envie de se mettre parce que c'est un peu voilà, comment dire, la personne qui nous gouverne et donc qui doit nous représenter et donc qui doit prendre des décisions pour nous. Donc voilà, donc moi je me dis à plus ou moins court terme comment les choses vont se mettre en place et surtout si on doit vivre une nouvelle crise sanitaire, ce qui risque d'arriver, pourquoi n'arriverait-elle pas d'ici 1 an ou même 2 ans? Est-ce qu'on est prêt encore une fois à revoir notre fonctionnement? Mais je pense peut-être, Vincent, moi je n'ai pas non plus de boule de cristal, mais je me dis si on le vit une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être que c'est là où les gens vont se dire maintenant il est temps qu'on revoie notre mode de fonctionnement. Parce que la crise économique que nous vivons, c'est aussi la crise climatique, en plus de la crise sanitaire. Donc, tout ça mis bout à bout, je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on prenne nos responsabilités. Il va falloir qu'on le fasse de manière ou d'une autre. Mais Vincent disait justement, pour rebondir un peu sur les différentes formes de crise, parce que c'est un mot qui est comme une litanie, comme un leitmotiv maintenant. On est sujet à vivre toute une série de crises à la fois structurelles, à la fois politiques. La crise politique va revenir, à mon avis, sur le devant de la scène assez rapidement. Crise environnementale, je n'ai pas envie de l'appeler comme ça, mais on a appelé la crise migratoire. Pourtant, c'est quand même ce qui est constitutif d'une série de politiques postcoloniales qui ont quand même été effectuées sur les populations du Sud. Pour revenir justement à cette question climatique, parce que quand on écrit, on est un peu les témoins du présent et on a envie quelque part à la fois de mettre en balance nos obsessions, mais aussi nos espoirs et nos désirs. Quand on voit effectivement que cette course effrénée de l'argent et du profit, cette circulation complètement dantesque et paradoxale de la marchandise en mouvement, on se rend bien compte quand même que ce système nous propulse vraiment vers l'abîme et quelque part nous enclenche vers le précipice. Et pourtant, comme tu le disais Vincent, on est quand même toujours à regagner absolument ce fonctionnement-là, que ce soit sur le mode du travail, de la mobilité, de la consommation et de nos pratiques quotidiennes et journalières. Alors, est-ce que finalement, et c'est intéressant sur le plan culturel de questionner de cette manière, est-ce que c'est inhérent à l'être humain dans un contexte de capitalisme avancé que de repartir de toute façon vers ce fonctionnement-là qui intrinsèquement abîme les écosystèmes et finalement participe, je vais peut-être employer un mot fort, mais participe finalement à une forme de terrorisme anthropocède, où finalement on a une capacité de changement, mais comment peut-elle s'accompagner? La culture, évidemment, aura un rôle fondamental, quelle que soit sa pratique d'ailleurs, les arts plastiques, la photographie, le cinéma, l'écriture, le théâtre, évidemment, mais il faudra évidemment accompagner ça par un processus politique qui prend réellement conscience des choses. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui, alors qu'on sait que malheureusement, les artistes ou même les scientifiques sont très peu écoutés, ou s'ils sont écoutés, c'est jamais que quand ça ne va pas trop loin sur la critique d'un système établi. Vincent? D'abord,
Les artistes ne sont pas unanimes du tout sur cette question-là. Tu as des Houellebecq aussi dans les artistes, hein, et il n'est pas le seul. Alors, je pense que donc, la crise climatique, qui est véritablement le défi le plus important que nous devons affronter, les gens ne réagissent pas parce que c'est un danger qui est trop loin. 20 ans, 30 ans, c'est trop loin. Là, le Covid, tout le monde a réagi parce que c'est là tout près. Ça peut nous toucher nous, ça a touché des amis, il y a des gens qui ont perdu des proches. Ça, c'est concret. Les perturbations climatiques, pour nous, c'est au contraire, il fait bon. Hein, on a pu faire un barbecue pendant les vacances de Pâques, c'était bien. En plus, avec le confinement, on pouvait même le faire sur sa terrasse. Donc, je pense que le capitalisme que tu évoques, c'est pas un truc on n'est pas dans 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pas une brique qui a été envoyée par l'espace pour nous imposer le capitalisme. Le capitalisme est évidemment l'émanation d'une volonté humaine d'une majorité humaine. Et je rebondis sur ce que disait Malika, les changements qui vont s'opérer, malheureusement, je pense, si des changements de mentalité s'opèrent, ça va être des changements qui vont nous conduire vers une société de type singapourienne et pas vers une démocratie réinventée. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est de renoncer à des libertés. Parce que les libertés sont des responsabilités. Et je pense que pour une majorité d'entre nous, prendre ces responsabilités, c'est fatigant, c'est dangereux, c'est risqué. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps. Il y a eu le terrorisme, tu parlais de la crise de la migration, c'est que moi j'appelle la crise de l'accueil, parce que ce n'est pas une crise de la migration, c'est une crise de l'accueil. Et donc ce repli, et c'est pour ça que je parle d'une société singapourienne, qui est une société extrêmement prospère, extrêmement sécuritaire. Là, ils ont eu deux nouveaux cas, ils ont remis tout le monde en lockdown et tout le monde obéit. Et ça a les apparences d'une démocratie, vaguement, mais c'est que c'est pas une démocratie, c'est pas franchement une dictature non plus. C'est une nouvelle forme, peut-être une nouvelle forme de dictature. On parle de démocrature, mais je pense que c'est la forme de dictature qui convient à la majorité, et pour autant que cette majorité se voit garantie le minimum qui semble indispensable, c'est-à-dire la sécurité, je reviens là-dessus, des soins, des infrastructures, et tant pis si tout ça ne se fait que pour le petit club. En fait, c'est l'essence même du fascisme, c'est noi altri, on s'entraide, c'est un national-socialisme, en fait, c'est ça, ce fondement-là. Donc, on se protège, c'est le fondement de la mafia aussi. Ceux qui appartiennent à la famille, qu'elle soit une famille au sens classique du terme ou la famille d'une nation, ceux-là seront protégés pour autant qu'ils respectent les règles, pour autant qu'ils ne trahissent pas la famille, pour autant qu'ils restent dévoués, qu'ils soient éventuellement, si c'est nécessaire un jour, prêts à se sacrifier pour la famille. Je pense que, alors sans doute à la nuance près du sacrifice, je crois qu'on est plus près de nous sacrifier pour grand-chose, mais cette soumission, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Et il ne faut pas croire que, si importante soit-elle, la culture va être le rempart absolu contre ça. Je vous rappelle que l'Allemagne était un peuple extrêmement cultivé, que ça n'a pas empêché grand-chose. J'aime beaucoup la phrase de Romain Gary qui compare les Simbas sauvages qui mangeaient leurs victimes et, dit-il, les Allemands extraordinairement cultivés qui en faisaient du savon. Il dit ce besoin de propreté, c'est ça la culture. Donc, non, et il y a une part de la culture qui est devenue, mais qui l'a sans doute toujours été, un secteur économique extrêmement rentable. Donc, ce que nous risquons, par contre, au contraire, et ça, les associations, que ce soit la SACD, la SCAM le disent, on risque de rentrer dans une encore plus grande uniformisation des créations culturelles, parce que, et on peut le comprendre, même le directeur de théâtre va se dire, je vais quand même essayer de ne pas prendre trop de risques. Je vais quand même essayer que mes prochaines productions marchent, parce que là, on sort
on sort d'un trou, ça a été très très dur et donc pour tout le monde, et les arguments seront très bons, ça va être pour tout le monde, ça va être pour les techniciens, pour les acteurs, pour le public, on va vouloir que ça marche et puis on va dire les gens ils n'ont pas spécialement envie qu'on revienne avec des sujets graves, on en a eu assez, il va falloir se détendre un peu et donc je ne suis pas sûr du tout que même les réactions culturelles, entre guillemets, vont être dans ce sens d'une culture qui est là pour nous secouer, qui est là pour nous rappeler combien le réel est effrayant. On va peut-être plutôt accentuer la culture pour rassurer et pour divertir. Le danger du divertissement, finalement, coloré par une espèce d'hégémonie hygiéniste qui est en train de se profiler, avec évidemment le danger pour les libertés, comme tu l'évoquais. Malika, qu'est-ce que ça t'évoque? Écoute, moi je pense que malheureusement, il y a des systèmes qui s'essoufflent. Tout système a une fin. Je pense que peut-être le nôtre est arrivé à bout de souffle et qu'en effet, il faut le réinventer. Il faut juste être vigilant pour ne pas qu'on réinvente finalement des situations qui risquent de nous mettre en danger plus qu'on l'est actuellement. Alors, pour parler du travail artistique, plus généralement, je pense que c'est trop tôt maintenant pour avoir un recul suffisant pour imaginer ce que ce confinement et ce déconfinement nous révèle, en tout cas ce qu'il nous apporte dans nos existences et comment on va le gérer. Je crois que c'est vraiment trop tôt. Il faut que ça mature, il faut qu'on réfléchisse et tout va dépendre aussi des mois à venir et de ce qui va se mettre en place. Maintenant, moi, oui, j'entends Vincent et je suis tout à fait, comment dire, ça fait peur en fait. Si en effet on doit répondre à une certaine logique pour pouvoir être publié ou être joué, ça veut dire qu'en effet on n'est plus libre de notre production et donc ça risque malheureusement alors de ne plus être de l'art parce que l'art c'est quand même l'innovation, c'est quand même la liberté, c'est quand même une manière d'exprimer le monde, mais avec son prisme. Donc, si on doit entrer dans le prisme d'une certaine règle générale, alors on n'est plus dans la création. Donc, ça risque d'être dangereux, mais il faut qu'on soit vigilant et il faut qu'on essaie justement de ne pas entrer dans ce système. Alors, je reviens probablement à ce que je disais dès le départ. Donc, c'est évidemment alors de créer une force un contre-pouvoir face à tout ça. Donc, c'est les artistes qui doivent s'unir. C'est une seule voix ou plusieurs voix, mais en tout cas, une unisson qui doit nous permettre aussi de revendiquer ce que nous sommes et la manière dont on a envie de le dire. On n'écrit pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes propos. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien ou meilleur, mais simplement, si on doit entrer dans une mouvance, ça risque d'être annihilant aussi bien pour le public que pour nous. Et donc, la création va cesser d'être créative. Avec évidemment une convergence des revendications d'un secteur, mais ce que Vincent évoquait tout à l'heure, c'est vrai que quelquefois il y a une disparité dans les opinions et dans les revendications, et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire, mais on le dit aussi de façon plus globale avec la convergence des luttes en règle générale. Peut-être avant progressivement de terminer cet échange qui est passionnant, il y a, moi, pour revenir sur les images, c'est vrai que quand on écrit, quand on a envie de dire au monde et à la société ce qu'on ressent des événements que l'on partage avec ses congénères. Il y a cette image de plus en plus qui s'impose à nous dans les rues, dans les magasins, un peu partout dans la société, cette image du masque. Ce masque qui va devenir finalement un élément quasi constitutif de notre nouvelle identité. Et finalement, quand on regarde anthropologiquement ce que signifie le masque, c'est la modification justement identitaire, c'est passer sur un autre, c'est justement cette non-volonté de dévoilement de qui on est et de passer inaperçu, ou en tout cas de ne plus voir que les yeux dans le momentum qui est celui-ci. Qu'est-ce que ça évoque chez vous peut-être cette transformation du visage qui nous est imposée finalement par les questions sanitaires et de gestes barrières, mais qui dit quelque chose aussi, à mon avis, de la société dans laquelle nous sommes. Alors, on a perdu Vincent? Il revient, mais je t'en prie, réponds-nous. Écoute, c'est vrai que ça dénote un peu et qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de choses. Maintenant, moi je riais toujours quand je voyais les Asiatiques à Bruxelles avec leurs masques par le passé, et puis maintenant on est rattrapé aussi par cette mode, cette
obligation. Mais écoute, moi, je t'avoue que je ne supporte pas de le porter parce que je n'arrive pas à respirer. Donc, j'essaie vraiment d'éviter les gens, de ne pas sortir, voilà, de ne pas me mêler à la foule. Mais oui, non, écoute, alors les gens sourire, de voir les gens, de ne pas avoir les gens qui se méfient de toi et qui prennent leur distance. Enfin, c'est quand même une drôle de sensation quand même de vivre comme ça. Donc, je sais pas, je crois que si on pouvait trouver un autre système pour se protéger, ce serait peut-être mieux que les masques. Ça nourrit un peu ton inspiration, Pas évidemment. les masques, non, pas du tout les masques. Tu sais, je suis pas un auteur de son. Globalement, cette période que nous traversons nourrit certainement certaines idées, en tout cas, d'écriture. Bah, écoute, comme je te disais, il faut que ça décante, il faut que ça travaille, il faut que ça. Moi, je suis un sablier. Moi, je dis souvent, je suis un sablier. Il faut que ça se retourne et puis que le sable descend. Et donc, j'ai besoin que les choses se mettent en. C'est pas réfléchir à chaud comme ça. Donc, probablement que d'ici un an, je vais imaginer quelque chose, mais j'ai besoin que ça prenne. Voilà, de garder ça au chaud pour l'instant. Tu as besoin d'ingérer. Oui, c'est ça. Et Vincent, je parlais du masque, mais globalement, c'est aussi ce qui est en train de se passer dans la société, avec cette transformation, évidemment, peut-être pas une transformation paradigmatique, mais en tout cas, il y a des nouvelles visions qui s'imposent à nous dans la collectivité, dans la forme de réappropriation du social. Je suppose que ça t'inspire, et tu me disais tout à l'heure en off que tu étais en train d'écrire. C'est ça qui peut être constitutif d'une nouvelle réinterprétation du monde? Bah, écoute, en ce qui me concerne, il y a deux choses amusantes qui sont en train de se passer. J'ai écrit il y a une quinzaine d'années une pièce qui racontait l'histoire de 4 jeunes confinés dans un appartement. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne savent pas comment ils sont arrivés, ils ne savent absolument pas ce qui se passe dehors. Alors en 2016, leur seul contact, c'est un ordinateur avec lequel ils peuvent dialoguer. Donc c'était avant Siri, et puis donc en 2016, j'ai réécrit cette pièce pour deux acteurs, puis ça s'est pas fait. Et puis là maintenant, je me suis dit, ben, ça correspond très bien à ce qui est en train de se passer. Je me dis, et ce serait génial de faire ça avec un couple d'acteurs en confinement qui confilmerait via Zoom, via 36 000 trucs. Alors j'en ai parlé à des responsables de théâtre chez nous qui, comme à leur habitude, m'ont envoyé bouler parce que je pense que la plupart des directeurs de théâtre en Belgique, je dis la plupart, ont un problème avec les auteurs qui ne sont pas du théâtre, qui ne sont pas des auteurs de théâtre ou des metteurs en scène. Et puis, j'ai eu la chance je connais Ninon Bretéché, qui est une actrice, metteuse en scène à Paris, avec qui on a déjà un projet, qui a bondi sur l'idée et c'est en train de se faire. Donc, le tournage est en cours avec un couple de comédiens. Je vais bientôt l'annoncer via mon site. Et donc, ça s'est fait sans un centime, avec juste la bonne volonté de tout le monde. Charles Loz va faire la musique. Et donc, c'est quelque chose qui s'est créé, qui est un objet culturel très différent de ce que j'avais imaginé au début. Ce ne sera pas une pièce de théâtre, ce sera plutôt un film, plutôt du cinéma. Donc, ça, c'est une chose. Et alors, l'autre projet sur lequel là, je suis vraiment en train de travailler, c'est le dernier volume. Je pense que ce sera le dernier volume de ma entre guillemets saga italienne autour de Monte Chiaro. Je suis en train de faire vraiment le dernier. Et vous savez que pour moi, le point de départ de la littérature moderne, c'est le Décameron de Boccace. Et le Décameron de Boccace, ce sont 10 jeunes gens qui fuient la peste, qui vont se réfugier à Fiesole pour à la fois se mettre à l'abri et pour se divertir, parce qu'on parlait du divertissement tout à l'heure. Le divertissement, c'est quand même très important, hein, ça dépend du type de divertissement, mais on a besoin de se divertir, c'est-à-dire de s'extraire de la réalité pour pouvoir y revenir peut-être de manière plus efficace par la suite. Et donc, il s'extrait. Donc, je n'avais pas encore l'idée il y a 3 mois, mais là, maintenant, la dernière partie de Monte Chiaro se passera dans le huis clos de cette villa, de la Villa Bosca, qui est un des lieux importants, où plusieurs personnages vont se retrouver confinés pendant cette période du printemps de 2020. Voilà. Et toi, Monica, quelle est ton actualité? Et tu me parlais de... Oui. Donc, écoute, moi, pour l'écriture, j'ai commencé un roman il y a une année maintenant sur le transgénérationnel, parce que je suis convaincue que
on hérite des traumatismes de nos ancêtres, des choses qu'ils ont vécues, des secrets de famille qui n'ont pas été réglés de leur vivant et qu'on reçoit en héritage. Et donc, c'est l'histoire de plusieurs femmes sur plusieurs générations. Ça commence en 1870 en Kabylie, puisque les Kabyles sous la coupe des Français, hein, donc en 1770, il y a eu une dernière invasion kabyle, et puis donc il y a toute une histoire sur toute une génération de femmes jusqu'en 2020, enfin 2019, maintenant 2020, probablement 2021, puisque voilà, je n'ai pas encore fini. Et puis oui, en effet, il y en a deux. Il y a Activado, le projet que j'ai mis en place pour les jeunes qui sont placés en institut, où j'ai fédéré une dizaine d'intervenants qui vont rencontrer ces jeunes dans les centres, donc dans les TPJ, hein, donc les délinquants placés par le juge et qui sont là pour des faits qualifiés d'assez graves, souvent même très graves, pour meurtre parfois. Et donc l'idée, c'était de faire rencontrer des gens qu'ils ne rencontreront jamais dans leur milieu habituel. Donc moi, j'ai par exemple un spécialiste des médias qui vient leur parler des fake news, un ami aussi qui est un ancien général de l'armée qui vient parler de sa carrière militaire. Enfin, voilà. Donc il y a tout ce projet qui est mis en place. Et puis je lance aussi cette année Lire pour en sortir, donc qui est un projet de lecture en prison avec, j'espère, faire modifier la loi, apporter un amendement à la loi existante pour que le livre soit considéré comme vecteur de remise de peine. C'est-à-dire que chaque livre lu pourrait être, ça pourrait amener à une remise de peine de 4 jours avec un maximum de 3 mois par an. Ça existe au Brésil, ça existe en France, ça marche super bien. Et donc, je suis en train de créer ça en Belgique pour le moment. On a des petits soucis de son qui viennent de chez toi, donc il y a des petites coupures. Mais de toute façon, oui, effectivement, je pense que c'est ce que vous évoquez tous les deux, l'inspiration continue, la production littéraire continue, et d'une crise à l'autre, j'espère en tout cas qu'on ne va pas non plus devoir à un moment donné constater qu'effectivement, face à la situation sanitaire, on va se retrouver finalement avec une situation socio-économique assez désastreuse. C'est déjà ce qui se profile, mais il ne faudrait pas évidemment que ça impacte considérablement le secteur culturel et les autres secteurs évidemment sur lesquels on a vraiment, vraiment besoin de compter en termes de soins de santé, mais aussi au secteur des services publics en règle générale, de l'éducation permanente et des associations qui font un travail formidable aussi au quotidien auprès des personnes. Peut-être une dernière réflexion. C'est vrai qu'écrire, c'est aussi quelquefois rendre visible ceux qu'on ne voit plus ou ceux qu'on ne veut pas voir ou ceux qu'on préfère oublier. Et donc, c'est permettre quelquefois de donner un porte-voix, ou en tout cas d'évoquer des parcours de vie, des récits qui mettent en évidence les inégalités criantes dans notre société. Et finalement, on se rend compte avec cette crise sanitaire que c'est encore malheureusement les plus démunis, les plus seuls, malheureusement les moins armés qui se retrouvent encore en première ligne de front. Est-ce que finalement, ça ne renvoie pas considérablement à ce que notre société produit comme violence à l'égard des plus vulnérables? Vincent. Moi, je pense, je suis entièrement d'accord avec toi, et je pense que pour revenir au monde de la culture, là, il y a quand même eu des dérapages assez malencontreux de la part de certains artistes. Je vise tout particulièrement ce qu'on a vu fleurir, c'est mon journal du confinement, que ce soit Leila Slimani ou quoi. Et ça, je pense que c'était pas de l'art, c'était une injure à ceux pour qui le confinement, c'est vraiment la galère. De ce point de vue-là, je pense que parmi les artistes, parmi les écrivains en tout cas, parmi les créateurs, c'est une période dont on peut faire quelque chose. Sans trop de dommages, parce que comme Malika le disait, notre boulot exige souvent qu'on se confine volontairement pour travailler, et on est quand même, on fait partie encore de gens plutôt privilégiés. Alors aller l'étaler, même avec une plume artistique,
pour montrer au monde combien on est doué, combien on maîtrise la langue et combien on a cette capacité extraordinaire d'être résilient malgré les épreuves, alors qu'on n'est pas vraiment plongé dans les mêmes épreuves que nos lecteurs potentiels. Je trouvais ça assez inconvenant. Ouais. Donc, je pense la culture, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, c'est vrai pour tout, mais en particulier, la culture, c'est une responsabilité. Ça n'autorise pas, enfin si, dans l'absolu, on peut tout faire, bien entendu. Moi, personnellement, je pense que ça n'autorise pas tout. Et que cette responsabilité-là, elle est fondamentale. Merci beaucoup en tout cas. Ben voilà, le temps nous est déjà compté. On essaie toujours de rester dans une fourchette de 45-50 minutes pour cet échange. En tout cas, je vous remercie tous les deux. C'était vraiment très agréable d'échanger. On vous souhaite une bonne continuation et globalement, ben, on en profite toujours pour soutenir tous nos amis, que ce soit, comme tu disais tout à l'heure, ben, à la fois les programmateurs, les techniciens, les régisseurs, les créateurs, les artistes, les danseurs, les plasticiens, enfin, tout ce bon monde qui nous font rêver, qui nous font évader, mais aussi qui questionnent, comme on le disait tout à l'heure, la violence du réel, et il faut en être conscient. Voilà. Un grand merci, à un prochain rendez-vous et bonne continuation.